13 mai 1981, devant 20 000 personnes, Jean-Paul II est atteint par 2 balles de pistolet. Comme tous les mercredis, il effectuait un tour de la place Saint-Pierre pour rencontrer les fidèles. Il est transporté d'urgence à la polyclinique Gemelli. Jean-Paul II est proche de la mort. À ses côtés se trouvait le responsable de la police du Vatican, l'inspecteur Pasanisi. J'ai dit partons d'ici. Le chauffeur a démarré avec des à-coups, secouant le Saint-Père à l'arrière. Moi je disais Saint-Père, courage, courage. Et le Saint-Père, les yeux fermés, me disait merci, merci inspecteur. Et son sang coulait sur mon pantalon. Un homme est arrêté. Il tient encore son arme dans la main. Un Turc de 23 ans, Mehmet Ali Hadja. Il reconnaît les faits et va être pour cela condamné à la prison à perpétuité. Plus de 25 ans après l'attentat, de nombreuses zones d'ombre demeurent. Ali Hadja, le meurtrier, était-il vraiment un fou? A-t-il agi seul? Y a-t-il des commanditaires? Retour sur l'une des énigmes les plus troublantes du XXe siècle. Je ressusciterai des hommes déclarés scientifiquement morts à condition que le Vatican dise la vérité que je suis Jésus-Christ. Je les ressusciterai. Dites-le à Ronald Reagan. Nous sommes en 1985, 4 ans après l'attentat. Ali Hadja a déjà été condamné à perpétuité. Dans ce nouveau procès qui s'ouvre aujourd'hui, ce sont ses éventuels complices qui vont défiler à la barre. Tout est disséqué lors de ce procès à rebondissement. Lors de l'instruction, Ali Hadja a affirmé que c'est le bloc communiste qui a commandité l'attentat. Il est accueilli comme une vedette par les photographes du monde entier. Depuis son arrestation, Hadja a appris l'italien, mais de temps en temps, il s'aide d'un petit dictionnaire pour répondre au juge. Dès l'ouverture du procès, il maintient que les communistes sont les commanditaires de l'attentat. Je confirme tout ce que j'ai dit. L'attentat contre le pape a été voulu par les services secrets bulgares et nous, les Turcs, avons agi pour le compte des services secrets bulgares. Il affirme même qu'il a été payé par les soviétiques pour tuer le pape. La transaction s'est faite en Bulgarie. Vous étiez à l'hôtel en Bulgarie? Oui. Quelle chambre? 911. Oui. Qui est venu?
Le premier secrétaire de l'ambassade soviétique à Sofia. Le premier secrétaire de l'ambassade soviétique à Sofia, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé si je n'avais pas changé d'avis, si j'étais toujours prêt à tuer le pape. Je lui ai dit oui. Qui a parlé des 3 millions de marks, vous ou le russe? 3 millions de marks, c'est le russe. 3 millions. Oui. Il désigne cet homme comme le cerveau de l'opération. Sergueï Antonov, 40 ans. Il est chef d'escale à Rome de la compagnie aérienne nationale bulgare. Hadja accuse Sergueï Antonov, un Bulgare, d'être un agent secret. Antonov nie et clame son innocence. La vérité est la seule. Je suis innocent. Je n'ai rien de commun avec toutes ces histoires pour lesquelles je suis accusé. Je n'ai jamais vu, je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré la personne qui m'accuse. Parmi les éléments qui accusent Antonov, cette photo. Au moment de l'attentat, à quelques mètres du pape, cerclé en blanc sur la place Saint-Pierre, un homme avec des moustaches. Il ressemble étrangement à Sergueï Antonov, le cerveau présumé de l'attentat. Mais Antonov nie être la personne sur la photo. Il affirme qu'il était à son bureau au moment de l'attentat. Bizarrement, quand on présente la photo à Hadja, le jour du procès, il est hésitant. Cette photographie, cette personne, c'est Antonov ou pas? C'est possible, je ne peux pas l'exclure. Mais il y a peu de probabilité. Quoi? C'est possible. Je ne l'exclus pas. Si Hadja est hésitant, c'est que dans ses premières déclarations, il avait affirmé qu'Antonov ne se trouvait pas place Saint-Pierre. Les déclarations d'Hadja sont fluctuantes. Plus de 100 fois, sur des points précis, il a été pris en flagrant délit de mensonge par le juge. Comme ce jour, où il dénonce d'autres complices. En ce moment, il y a encore des inventions? S'il y a des inventions, dites-le nous. Il y a certaines vérités, mais il y a aussi des inventions. S'il vous plaît, laissez-le conclure. Je pose des questions, Monsieur le Président. Laissez-le finir. On doit continuer d'avancer. Oui. Répondez à ma question. Réellement, c'est très compliqué. Il y a la vérité et il y a des inventions. Il y a des inventions sur certaines périodes. La Cour. À qui? Sergueï Antonov pour insuffisance de preuves. Le chef d'escale de la Balkan Airlines, Sergueï Antonov, a été acquitté faute de preuves après avoir fait 2 ans de prison en Italie. Au terme d'1 an de procès et de 3 ans d'instruction, l'implication des Soviétiques et des Bulgares n'a pas pu être démontrée. Après le procès, place Saint-Pierre, une journaliste américaine est interviewée, Claire Sterling. C'est elle qui la première a parlé de la piste bulgare, avant même les déclarations d'Hadja. Après le verdict, elle n'en démord pas. Pour elle, ce sont les Bulgares qui ont commandité l'attentat.
Ce qui est important dans cette affaire, c'est que, non seulement, de mon point de vue, ce que dit Hadja est vrai, et d'ailleurs ça a été confirmé par la police et par d'autres témoins absolument fiables, mais en plus, tout ce que les Bulgares ont dit s'est avéré complètement faux. Chacun des alibis, tous les alibis que les Bulgares ont donnés se sont effondrés. En 2006, en Italie, une commission d'enquête parlementaire a réouvert le dossier de l'attentat contre Jean-Paul II. Les parlementaires ont eu accès aux archives du KGB, mais ils n'ont rien trouvé. Le président de la commission, le sénateur italien Paolo Guzzanti, conclut tout de même à la culpabilité du bloc communiste. Monsieur Guzzanti, quels sont les nouveaux éléments sur l'attentat contre le pape que la commission a mis à jour? Ce sont les expertises sur les photos qui montrent la personne qui est derrière Ali Hachka, dans l'instant où il tire contre le pape Jean-Paul II. Il parle de la fameuse photo produite au procès. Aujourd'hui, deux nouvelles expertises menées à partir d'ordinateurs affirment que l'homme à la moustache était bien Sergueï Antonov, le chef du complot. Nous avons fait deux expertises deux fois et qui ont rejoint exactement le même résultat. Et 100% l'homme est Sergueï Antonov. Ce qui veut dire que tout ce que Ali Hachka avait dit, la liaison avec Sergueï Antonov, menait directement en Union soviétique. Pour le juge Prioré, qui a travaillé 7 ans sur l'affaire, cette analyse informatique sur la photo ne prouve rien. C'est ce magistrat qui connaît le mieux le dossier Hadja. Pour parler de preuves, il ne faudrait pas qu'il y ait une seule photo. Une seule photo n'est pas une preuve formelle. Pour l'affirmer, pour que ce soit une preuve, il faudrait une photo de face. Il faudrait plusieurs photos, plusieurs angles de vue, pour dire qu'une photo représente une personne. Et nous, on a une seule photo, prise de l'homme de la place Saint-Pierre, à une très grande distance. De 3/4. Et on l'a comparé avec une photo d'Antonov, de face. Après les comparaisons, on aurait pu à la limite parler de compatibilité, mais aujourd'hui, en aucun cas, on peut parler de preuve d'identité. Nous avons retrouvé le juge d'instruction du procès de 1985 sur les complicités, Ilario Martella. Lui non plus ne croit pas à la preuve de la photo. 25 ans après, il nous explique pourquoi il n'avait pas retenu cette fameuse photo dans son dossier d'instruction. Cette photo, ce sont des touristes sur la place Saint-Pierre. Et au début, on a pensé qu'une de ces personnes avait une forte ressemblance avec Antonov. Mais plus tard, la police m'a dit que la personne en question sur la photo avait été identifiée et qu'il s'agissait d'un touriste étranger. Donc, après cette identification, cette photo n'avait plus d'intérêt pour moi. Selon la police italienne, un touriste américain d'origine hongroise s'était en 1982 reconnu sur cette photo et s'était signalé aux enquêteurs. Cette photo, qui provoque des polémiques depuis 25 ans, a une curieuse histoire. On ne connaît pas son auteur. C'est l'agence de presse italienne ANSA qui en détient les droits.
Ici, on se souvient très bien de son origine rocambolesque. C'est un couple de touristes allemands qui a déposé une pellicule de diapositives le jour même de l'attentat. Parmi ces dias, il y avait cette dia qui a été réellement surprenante quand nos photographes l'ont découverte. Mais le couple allemand arrive, donne la pellicule et ne reste pas pour... Non, ils n'ont jamais su qu'est-ce qu'il y avait dedans. Probablement, ils n'ont jamais su que cette photo qui a fait le tour du monde était leur photo. Nous partons en Bulgarie, car la piste bulgare est aujourd'hui encore considérée comme crédible par certains. Nous voulons rencontrer Antonov, l'ancien chef d'escale de la compagnie aérienne bulgare à Rome, celui qu'Adja a désigné comme le cerveau du complot contre le pape. Nous avons rendez-vous avec Marine Petkov. Il est aujourd'hui à la retraite, mais au début des années 80, c'était le chef des services secrets bulgares en Italie. Il était en poste à Rome. Il nous accueille dans sa maison dans les faubourgs de Sofia. On a fait un tableau avec toutes ces photos. Petkov est resté l'ami d'Antonov. Ils se connaissent depuis les jeunesses communistes. Le voici ici comme pionnier. Là, on voit ma fille qui lui offre un tableau religieux. Là, il est en soldat. Là, c'est à l'aéroport de Sofia, à son retour en Bulgarie après sa libération. Je voudrais tout d'abord vous dire que Sergueï Antonov n'a jamais été fonctionnaire des services secrets bulgares. Mais à l'époque, tous les citoyens bulgares qui travaillaient à l'étranger étaient susceptibles d'aider pour assurer la sécurité de nos diplomates. Mais je le répète, Sergueï Antonov n'a jamais été un employé permanent des services secrets bulgares. C'était un collaborateur extérieur? J'avais le devoir d'assurer la sécurité de nos représentants officiels à l'étranger. Je ne pouvais pas faire grand-chose tout seul. Donc, j'avais donné des instructions à Sergueï et aux autres fonctionnaires de surveiller les éléments douteux autour de notre ambassade. Et c'est tout. Petkov nie farouchement que les services bulgares aient participé à l'attentat. Il nous propose de nous faire rencontrer Antonov. Malheureusement, après la fin du procès en Italie, Antonov a été abandonné par tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas voulu rencontrer les journalistes. Quand il entend quelque chose en langue étrangère, il tremble. Il n'a pas de contact avec l'extérieur, il ne parle plus, mais il comprend presque tout. En caméra cachée, pour ne pas effrayer Antonov, Petkov nous conduit chez lui. Sur le chemin, nous croisons sa voisine. Sergueï, il ne fait pas de bruit. Mais je l'entends siffler. Il me fait de la peine, vous savez. Petkov nous fait passer pour des entrepreneurs. Nous sommes censés effectuer une visite avant de lancer des travaux de rénovation dans l'appartement d'Antonov. Un petit 2 pièces dans le centre de Sofia. Antonov n'est plus que l'ombre de lui-même. Il parle à mi-voix. Est-ce qu'on va repeindre tout ça? Oui, ici ça va être repeint, parce qu'il y a un problème de fuite d'eau en haut. Là, et aussi là.
Nous n'avons pas pu poser de questions à Antonov. Aujourd'hui, il travaille toujours à la Balkan Airlines, mais comme simple coursier. À Sofia, nous rencontrons l'un des plus hauts responsables des services secrets bulgares au moment de l'attentat. Il nie avoir donné son feu vert à une telle opération. Est-il possible, est-il concevable qu'une telle opération ait pu être planifiée sans que vous soyez au courant? Ici, c'est tout simplement impossible. Impossible. Selon lui, une des premières actions des services secrets bulgares aurait été de rapatrier Sergueï Antonov alors qu'il est resté tranquillement en Italie, où il s'est fait arrêter plus d'1 an après l'attentat. Quand on monte une telle action, on prévoit de masquer toutes les traces? Chaque action de ce genre prévoit les conséquences. Et si elle ne les prévoit pas, cela veut dire qu'elle manque de perspicacité et donc qu'elle peut se retourner contre vous. Reste une question. Sergueï Antonov peut-il être l'homme à la moustache que l'on voit sur la photo? Nous avons retrouvé à Sofia un nouveau témoin jamais entendu par la justice. Il était interprète à l'ambassade de Rome. Il confirme l'alibi d'Antonov, qui a toujours dit qu'il était à son bureau au moment de l'attentat. Antonov travaillait pour la compagnie aérienne bulgare à Rome. Notre témoin l'a appelé peu après l'attentat pour vérifier l'arrivée d'une délégation. Que faisiez-vous le jour de l'attentat? Le jour de l'attentat, j'étais à mon travail. Je travaillais en tant qu'interprète à l'ambassade de Rome. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé la Balkan Airlines. Et je suis tombé sur Sergueï Antonov, personnellement. C'était 10 à 15 minutes après la fusillade. Car le quartier entier grondait. Je lui ai dit, Sergueï, que se passe-t-il? Il m'a répondu, j'ai entendu à la radio qu'on avait tiré sur le pape. Avant de quitter la Bulgarie, nous avons un dernier rendez-vous avec Geliu Gelev, le premier président démocratiquement élu du pays. C'est un opposant de toujours aux communistes. Il a été élu en 1990, 9 ans après l'attentat, et il a lancé une enquête sur la piste bulgare. Sans résultat. L'enquête bulgare est-elle arrivée à de nouvelles conclusions? Non. Il ne faut pas me soupçonner ici d'un nationalisme partial et élémentaire, juste pour garder le prestige de la Bulgarie. Parce que moi, personnellement, et notre politique extérieure, pensons que si la Bulgarie était liée à cette affaire, nous, la démocratie bulgare, nous serions les premiers à dire « Oui, le régime communiste est lié à ça et a fait ceci ou cela. » Mais nous ne pouvons pas inventer des faits. Bien sûr que le régime communiste était capable de ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il l'a fait. La piste bulgare n'est pas solide. Mais que pense le Vatican de l'attentat?
25 ans après, nous sommes allés poser la question. La basilique Saint-Pierre de Rome, au cœur de l'État du Vatican. C'est ici qu'a eu lieu l'attentat contre le pape il y a 25 ans. À l'endroit où Jean-Paul II a été blessé de 2 balles, une plaque de marbre avec les armes du Vatican et la date de l'attentat en chiffres romains, le 13 mai 1981. Ici, depuis 25 ans, l'attentat contre Jean-Paul II est un tabou. Personne ne souhaite en parler. À quelques rues de la basilique Saint-Pierre, nous obtenons tout de même un rendez-vous avec le porte-parole du Vatican, le père Lombardi. C'est un jésuite. Le jour de l'attentat, il travaillait à Radio Vatican. En 1981, l'attentat contre le pape a bouleversé le monde. Comment avez-vous vécu ce moment? C'était un moment de grandes préoccupations, des questions qu'on se faisait. Pourquoi? Qui a voulu ça? Quelles sont les causes, les origines de cette action terrible, hein? Mais on n'a pas trouvé des pistes sûres. La personne qui était restée, Ali Agca, c'était une personne assez particulière et ça n'a pas donné des pistes très sûres. Quelle est la position officielle aujourd'hui du Vatican concernant cet attentat, s'il y a une position? Non, sur cette question, non. Actuellement, non, il n'y a pas de position. Le Vatican n'a pas d'avis sur l'attentat. Ali Agca, le tireur de la place Saint-Pierre, a été présenté comme un illuminé. Mais qui est-il vraiment ? Nous allons dans la province natale d'Agca, à Malatya, dans l'est de la Turquie. En ville, nous avons rendez-vous avec son frère. Il voit Agca régulièrement en prison. Hanan Agca nous conduit chez lui, où il vit avec sa femme et ses 5 enfants. C'est sa mère qui nous accueille. Ne taraf otur? Adnan, neredesin? Bu tarafa oturun. Sağ ol, Allah razı olsun. Ton frère Agca ne veut pas que tu rencontres les journalistes, mais tu nous as dit que cette fois, Agca t'avait autorisé à nous recevoir. Pourquoi? Il m'a demandé de vous dire qu'il était le Messie. Il m'a demandé de ne pas vous demander d'argent. Il m'a demandé de vous recevoir car il est en difficulté et que cela pouvait aider à sa libération. Mais dans quel état il est? Il ne va pas bien. Mon fils va très mal. Ils nous ont détruits, voilà. Personne n'est resté 27 ans en prison comme mon fils, personne. Ils tiennent à nous montrer les photos de leur rencontre avec Jean-Paul II. C'était il y a 10 ans. Est-ce que son frère lui a dit pourquoi il avait fait tout ça? Non, il ne dit rien. Tu ne peux pas non plus lui poser la question. D'après lui, c'est la volonté de Dieu. C'est le destin qui a voulu cela. Nous n'aurons pas de réponse aux motivations d'Agca.
5 ans avant l'attentat, Ali Hadja était étudiant en sciences économiques à Istanbul, sur les rives du Bosphore. Il était surtout militant politique dans une organisation appelée les Loups Gris. Ce mouvement n'est pas un mouvement communiste, au contraire. C'est un mouvement d'extrême droite ultranationaliste qui prône le retour à la Grande Turquie. Les Loups Gris n'hésitent pas à faire le coup de poing dans la rue. On les voit ici en 2006, lors d'une de leurs manifestations devant l'ambassade de France, après le passage d'une loi reconnaissant le génocide arménien. La police est obligée de tirer en l'air pour rétablir l'ordre. L'affrontement dégénère en plein centre-ville. 10 personnes seront blessées. Nous allons dans la capitale turque, Ankara, au congrès annuel des Loups Gris. Leur parti s'appelle le MHP, un parti légal et officiel en Turquie. Il a plusieurs millions de sympathisants. Il a fait près de 8% des voix aux dernières élections. Une ambiance électrique sous haute surveillance policière. Leur salut, la main tendue avec 2 doigts dressés pour symboliser une tête de loup. Ils n'ont rien perdu de leur virulence. Cette manifestation grandiose prouve que la Turquie a un bel avenir nationaliste. L'avocat actuel d'Hadja fait partie de ce mouvement. Nous le rencontrons dans son cabinet à Istanbul. Qui vous paye, Hadja lui-même ou quelqu'un d'autre? Ça, c'est entre mon client et moi. C'est un secret professionnel. Mais je vais vous parler franchement, je suis nationaliste turc, Loups Gris. Je suis la nouvelle génération de ce mouvement politique. Parmi les raisons qui ont poussé Hadja à faire de moi son avocat, mon identité politique a son importance. Il nous confirme l'engagement politique de son client. Hadja fait partie des Loups Gris. Lui-même utilise ce terme pour se définir politiquement. Il dit qu'il est Loups Gris. 2 ans avant l'attentat contre Jean-Paul II, Ali Hadja avait déjà commis un meurtre. Il a tué par balle Abdi İpekçi, le rédacteur en chef d'un grand quotidien turc, le Milliyet. İpekçi s'apprêtait à publier des révélations sur les liens entre les services secrets turcs et les Loups Gris. Hadja a été arrêté et condamné à la prison à perpétuité en Turquie. Il est enfermé dans le quartier de haute sécurité de Kartal Maltepe, mais il s'évade quelques mois plus tard. Au même moment,
le pape Jean-Paul II s'apprête à faire un voyage en Turquie. Hadja envoie une lettre au plus grand quotidien turc. Il écrit « Si cette visite n'est pas annulée, j'éliminerai le pape. C'est uniquement pour mettre ma menace à exécution que je me suis évadé de prison. » Au procès de 1985 sur les complicités, un ami d'Ali Hadja a été entendu comme témoin, lui aussi est lougri. Yeltsin Özbey a confirmé que le projet d'Hadja d'assassiner le pape datait de 1979, 2 ans avant son exécution. Vous avez déclaré que vous avez connu par Hadja son plan d'attentat contre le pape, qu'il vous en a parlé juste après l'assassinat d'Ipetchi. Non, pas son plan. Il m'a parlé de l'idée, mais je ne l'avais pas cru à l'époque. Comment vous a-t-il raconté ce projet d'attentat contre le pape? Je ne me souviens pas de tous les détails. Il s'est passé du temps. Mais en résumé, il m'avait dit qu'il avait cette idée. Pour réaliser l'attentat contre Jean-Paul II, Ali Hadja s'est appuyé sur le réseau des lougris. Ce sont les lougris qui ont fourni l'arme, l'argent et même un complice. L'homme qui a remis l'arme à Hadja, c'est Omer Batchi. Lui aussi est un lougri. Omer Batchi est accusé de complicité lors du procès de 1985. À l'époque, il travaille en Suisse en tant qu'ouvrier. Il a été confronté à Hadja. Mehmet Ali Hadja parle de vous comme d'un lougri. Est-ce vrai? Pas seulement comme d'un lougri. Il a donné des tas de versions sur mon compte. Et la prochaine fois, je ne sais pas ce qu'il va dire. Omer Batchi reconnaîtra finalement avoir remis l'arme à Hadja, un Browning calibre 9 mm. Pour avoir remis l'arme de l'attentat, il a été condamné à 3 ans de prison. Omer Batchi vit aujourd'hui dans un petit village à l'ouest de la Turquie. Il nous accueille chez lui. Aujourd'hui, Batchi est fier de montrer qu'il est lougri. Les 3 croissants, ça représente notre drapeau. Quand il remet l'arme à Hadja, Hadja est tout seul à ce moment-là? Oui. Hadja est resté 6 mois en Italie. La Fédération des lougris d'Allemagne m'a demandé de lui apporter de l'argent. Je me suis rendu 3 fois en Italie. 2 fois pour donner de l'argent, j'ai été jusqu'à Milan. Et une 3e fois pour lui donner l'arme. Et quand il remet l'arme à Hadja, il ne sait absolument pas à quoi elle est destinée. Il ne se pose pas de questions. Non, je n'en sais rien. C'est plus tard, uniquement quand il a tiré sur le pape, que j'ai compris. Au procès de 1985, Ali Hadja a aussi affirmé qu'un mafieux turc
lui aurait proposé 3 millions de marks de récompense s'il assassinait le pape. L'argent, c'est ce mafieux turc qui lui aurait promis. Il s'appelle Bekir Çelenk. Il est lui aussi proche des loups gris. En 1985, Çelenk est interrogé par la justice italienne. Les interrogatoires ont été filmés. Nous avons retrouvé les cassettes. Gros cigare à la bouche, Çelenk écoute tranquillement la lecture de l'acte d'accusation. Monsieur Çelenk, vous êtes entré en contact avec Hadja. Vous avez conforté son idée en lui garantissant un soutien. Vous l'avez aidé à la préparation et à la réalisation du crime en lui assurant fuite et asile. Monsieur Çelenk, vous n'avez jamais été en Italie? En 1981. Au mois de janvier. J'étais à Cervinia. C'est une station de sport d'hiver. J'y étais avec mon épouse pendant 15 jours. On a fait du ski. Vous avez rencontré des Turcs? Non, je n'en ai pas vu. Il nie toute implication dans l'attentat de Jean-Paul II. Faute de preuves, il n'a jamais été condamné. En 1985, le mafieux turc est aussi épinglé par la justice italienne. Dans une autre affaire, il est soupçonné d'avoir fait passer des cargaisons d'armes et d'héroïne en Italie avec l'aide des loups gris. C'est le juge Carlo Palermo qui travaillait sur cette enquête. À Trento, dans le nord de l'Italie, nous retrouvons Carlo Palermo. Il est aujourd'hui avocat. Il a accepté pour nous de réouvrir ses dossiers. Et comment arrivent les loups gris dans votre affaire? Mon premier contact avec les loups gris, je l'ai eu avec Bekir Çelenk. Bekir Çelenk m'a été signalé comme un des personnages de la mafia turque. C'était l'un des organisateurs du trafic de drogue et de l'importation d'armes. Au cours des interrogatoires, d'un repenti de la mafia que j'avais fait arrêter, il est même ressorti que Çelenk finançait l'organisation des loups gris, un groupe extrémiste lié à la mafia. En 1985, le financier des loups gris, Çelenk, meurt en Turquie d'une crise cardiaque. Les loups gris fournissent à Hadja son arme, de l'argent et aussi un complice. Ce complice présumé s'appelle Oral Çelik. Voici le mandat d'arrêt international lancé contre lui par Interpol. Car Çelik s'est enfui juste après l'attentat contre le pape. Il n'a jamais été entendu par la justice. C'est le grand absent du procès de 1985. Quand avez-vous connu Oral Çelik? En Turquie. Quel rapport aviez-vous en Turquie?
Il faisait partie des loups gris. Oral Çelik, le complice présumé, n'a jamais été inquiété, faute de preuves. Aujourd'hui, Çelik dirige une société d'import-export à Ankara, la capitale turque. Il ne s'est jamais exprimé devant une caméra. Pour le rencontrer, nous nous faisons passer pour des étudiants qui terminons une thèse sur Jean-Paul II. Nous tournons en caméra cachée. Monsieur Oral. Bonjour, monsieur. Tu parles français? Çelik confirme qu'il connaît Ali Hadja depuis longtemps. Si l'on ne parle pas des débuts, vous ne comprendrez pas. C'est moi qui ai sorti Hadja de prison. Et après, on a pris la fuite. C'est à ce moment qu'on a écrit la lettre de menace contre Jean-Paul II. Mais c'était une plaisanterie. La lettre a été faite pour attirer l'attention de la police et de la gendarmerie. Car Jean-Paul II allait venir en Turquie pour voir Sainte-Sophie. Et en même temps, on rassemblait plein de sympathisants avec cette lettre. Vous parlez des loups gris? Oui, c'est cela. Çelik nie avoir été présent place Saint-Pierre le jour de l'attentat contre Jean-Paul II. Pourtant, 2 photos prises par un journaliste américain montrent un homme en blouson en train de s'enfuir juste après l'attentat. 2 clichés produits au procès de 1985. Quand le juge a présenté ces 2 photos à Ali Hadja, il a reconnu son vieil ami, le loup gris, Oral Çelik. Il faut m'expliquer, Hadja. J'ai fait un agrandissement de la photo. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Oral Çelik? Sur la photo, vous reconnaissez la personne? Oui, c'est Oral Çelik, je le dis depuis 3 ans. Je le dis depuis 3 ans que c'est Oral Çelik. Ce n'est pas une autre personne. L'auteur de cette photo, Lowell Newton, est mort aujourd'hui. Il était dans la foule, tout près du pape. Il a témoigné lors de l'instruction. Nous avons retrouvé ses déclarations au juge. D'après lui, le complice d'Ali Hadja était lui aussi armé. Voici la déposition du photographe américain. J'ai remarqué un jeune homme qui sortait en courant de la foule en tenant un pistolet dans la main droite. Il est passé très vite à côté de moi. Dans la mesure où il était armé, je n'ai pas osé le photographier de face quand il courait vers moi, car j'avais peur qu'il puisse se servir de son arme qu'il tenait encore. J'ai réussi à le photographier au moment où il continuait à courir dans la direction des colonnes de la place. Le juge qui a recueilli cette déposition, le juge Martella, est convaincu aujourd'hui encore qu'il y avait bien 2 hommes armés, place Saint-Pierre. À ce sujet, pendant la période où il a collaboré, Hadja a été très précis. Il a déclaré que les tireurs prévus pour cet attentat contre le pape étaient 2, lui et Oral Çelik. Quand le pape a démarré son tour de la place, lui et Oral Çelik étaient placés chacun d'un côté de l'allée. Ils se sont regardés et ont fait un signe de la tête pour confirmer que l'attentat était possible. Le juge Prieuré, qui a travaillé 7 ans sur le dossier, va encore plus loin. Selon lui, le complice armé d'Ali Hadja a lui aussi tiré sur le pape.
Il y a des enregistrements sonores dans lesquels on entend avec précision qu'ont été tirés 3 coups de feu. Peut-être plus. Mais dans le chargeur du pistolet d'Adja, il manquait seulement 2 balles. Certains témoins ont déclaré avoir entendu 2 coups de feu et d'autres 3. Mais cela s'explique. Les témoins proches d'Adja ont entendu 2 coups de feu, les autres, plus loin, les 3 coups. Étrangement, Jean-Paul II a 3 blessures. À l'abdomen, à l'avant-bras droit et à l'index gauche. 2 touristes ont également été blessés par les balles. Seulement 2 douilles ont été retrouvées place Saint-Pierre. Mais selon le juge Martella, une 3e balle a été tirée qu'il n'a jamais pu expertiser. À l'époque, quand on a décidé que la théorie des 3 coups de feu était plausible, moi et mes collaborateurs, on s'est mis à la recherche de la 3e balle. Et vous savez où on la trouve, la 3e balle? Dans la couronne de la Vierge de Fatima. La Vierge de Fatima, une statue très célèbre au Portugal. Jean-Paul II était persuadé que grâce à son intervention, il avait survécu à l'attentat. Pour la remercier, symboliquement, le pape a donc donné l'une des balles de l'attentat. Elle a été incrustée dans la couronne en or de la Vierge. La balle a été récupérée dans le siège de la voiture du pape. Et au lieu de me la donner, elle a été offerte à la Vierge. Et ça, c'est très important. Ah, si j'avais pu la faire analyser. Les juges qui ont enquêté sur l'attentat ne croient pas à la thèse du tireur isolé. Pour eux, Jean-Paul II a été victime d'un véritable complot. Adja est sûr qu'ils ont été 2 à tirer. Lui et Oral Celik. Moi, je pense que le pape, très probablement, a été touché par le pistolet d'Adja et par celui de son complice. Cette organisation disposait d'un plan dans lequel chaque personne devait être à un endroit précis. Un autre devait tirer. On a parlé d'Oral Celik. Et il devait faire diversion en lâchant une grenade pour créer un mouvement de panique. Il y aurait même eu des personnes chargées d'organiser la fuite, prêtes à recueillir les tireurs dans une voiture. Nous avons interrogé Oral Celik, le complice présumé. Il maintient qu'il ne se trouvait pas place Saint-Pierre, mais il donne un luxe de détails sur le déroulement de l'attentat. Écoutez-moi bien. Oubliez tout ce que vous avez entendu auparavant. La piste bulgare, tout ça. Quand le pape arrive devant la foule, les tireurs lui tirent dessus avec 2 armes. 2 autres hommes étaient là-bas avec Adja. Ils avaient aussi des armes. L'un des hommes était grand, l'autre était petit. Il avait une arme emballée dans un papier journal. Le petit a tiré de derrière. Tous les acteurs de l'attentat contre Jean-Paul II. Le tireur, Ali Adja. Le complice présumé, Oral Celik. Le financier, Bekir Çelenk. Et l'homme qui a remis l'arme, Omar Bachi. Tous étaient des loups gris ou proches de l'organisation. À Ankara, nous nous rendons au siège des loups gris pour les interroger sur leur responsabilité dans l'attentat contre Jean-Paul II.
C'est l'un des plus beaux immeubles de la capitale Ankara. Il est surmonté d'un héliport. On a un peu l'impression de pénétrer dans une forteresse. Les nationalistes affirment qu'ils ont pu payer ce building en faisant des économies sur l'argent que l'État attribue à chaque parti. Sur l'implication des loups gris dans l'attentat contre Jean-Paul II, le porte-parole du mouvement évoque des dérapages individuels. Il faut reconnaître qu'on est en droit de se poser des questions quand on voit que toutes les personnes qui ont participé à cet attentat, même financièrement, partout, ce sont des gens du MHP qui permettent à Adja de franchir les frontières et tout ça. C'est totalement faux. Ce ne sont que des inventions. La fédération n'a rien à voir là-dedans. Des individus ont pu avoir des relations avec Adja ou Selik. Mais en tant qu'institution, la fédération n'a aucun lien avec eux. Je pense que vous devez poser la question autrement. Quel intérêt peut avoir le MHP à tuer le pape? Et pourquoi le MHP financerait des gens pour tuer le pape? C'est comme ça qu'il faut poser la question et pas autrement. Dans notre idéologie, il n'y a pas de place pour l'hostilité. Notre politique est basée sur le respect de l'être humain, sur l'amour de l'humanité. Les loups gris refusent d'endosser la moindre responsabilité dans l'attentat. Mais le porte-parole du mouvement ne dit pas tout, car le chef du commando qui a tiré sur le pape était lui aussi un loup gris, et pas n'importe lequel. Il s'appelait Abdullah Katli. Abdullah Katli a été entendu lui aussi au procès de 1985 comme simple témoin. Il a reconnu avoir remis un faux passeport à Ali Adja avant l'attentat, mais il n'a pas été inquiété. Le juge Prioré se souvient très bien d'Abdullah Katli. Abdullah Katli est un personnage important de l'organisation des loups gris. D'ailleurs, toutes les polices et les enquêtes l'ont désigné comme le chef des loups gris pour l'Europe. Donc, Katli est le centre autour duquel tourne toute l'affaire, du moins sur la partie exécution de l'attentat. Omer Bachi, le loup gris qui a remis l'arme à Adja, confirme que Katli était bien le chef de leur groupe. Adja, c'était quelqu'un d'important? C'était votre supérieur? Non, il n'avait aucune importance dans l'organisation. C'est Katli qui en avait le plus. Le passeport fourni par Katli à Adja avant l'attentat était au nom de Farouk Ozgun. Au procès, le juge a interrogé Katli pour savoir comment il l'avait obtenu. Sur le passeport, expliquez-vous point par point. Car ce passeport n'est pas un faux. Qui vous l'a fourni exactement? Il y avait un policier que je connaissais. Un commissaire. Il me l'a fait au nom de notre amitié. L'inspecteur Marchione a été désigné juste après l'attentat, place Saint-Pierre. Il a conduit toute l'enquête sur Adja. Pour lui, un tel passeport ne peut s'obtenir qu'avec de très hautes complicités dans l'État turc. Grâce à la collaboration plutôt limitée de l'État turc, on a pu établir que le passeport en possession d'Ali Adja était un vrai faux.
Techniquement, ça veut dire que c'était un faux confectionné dans les bureaux même de l'administration, comme un vrai. Ce passeport était au-dessus de tout soupçon. Un passeport au nom de Farouk Ozgun, mais sur lequel il y avait la photo d'Ali Hadja. On sait aujourd'hui que Katli, le chef des loups gris pour l'Europe, était aussi un homme de main des services secrets turcs. En 1996, Abdullah Katli est mort dans un accident de voiture. On a retrouvé sur lui une carte de commissaire de police avec sa photo établie par les autorités turques et 6 cartes d'identité différentes. On a aussi retiré de l'épave de sa Mercedes des armes et le corps d'un des plus hauts responsables de la police turque. La mort d'un homme de main des services secrets turcs et d'un policier dans la même voiture a fait scandale. Pendant 2 semaines, les Turcs ont fait clignoter leurs lampes toutes les nuits pour réclamer symboliquement la lumière sur cette affaire. Une commission d'enquête parlementaire a donc été créée en Turquie. Fikri Saglar, ancien ministre turc de la culture, en faisait partie. Il a découvert qui était vraiment Abdullah Katli et sa bande. Est-ce que Katli et son groupe étaient manipulés par les services secrets? Oui, c'est ce qu'on a découvert. On a découvert que Katli avait travaillé et été manipulé par l'État avant même les années 80. Les loups gris étaient les militants armés de l'État. Parmi les plus célèbres de ces militants se trouvent Abdullah Katli et Mehmet Ali Hadja. Hadja, lui aussi, avait des liens avec les services secrets turcs. À Sofia, les autorités bulgares nous ont laissé accéder à leurs archives sur l'attentat contre le pape. Dans un bureau du ministère de la Justice, nous sommes les premiers journalistes à consulter ces documents, souvent inédits. Des milliers de pages d'enquête avec les différents mandats d'arrêt et les comptes rendus de perquisition. J'ai le carnet d'adresse de Tchelenk. Dans cette masse de documents, nous retrouvons un listing téléphonique d'Ali Hadja. Tous ces appels depuis une chambre d'hôtel en Bulgarie, où il a séjourné moins d'1 an avant l'attentat. Là, on a toutes les traces de son passage en Bulgarie. Il y a les numéros de téléphone qu'il a composés, le prix et les appels. Il a appelé Istanbul 4 fois au même numéro. C'est quoi ce numéro de téléphone? D'après nos renseignements, c'est un numéro qui appartenait au service secret turc. À Sofia, le général bulgare qui surveillait les Turcs nous confirme que les loups gris étaient noyautés par les services secrets. Selon ce que l'on savait des loups gris et ce que nous avons pu constater par notre travail, les services secrets turcs étaient profondément implantés dans l'organisation des loups gris. Ils observaient toutes les actions des loups gris. Les services secrets turcs savaient que les loups gris formaient des noyaux des organisations parmi les travailleurs turcs en Europe.
Et dans tous ces noyaux et organisations, ils avaient des agents qui contrôlaient les actions des loups-gris. Les loups-gris étaient manipulés par les services secrets turcs, mais surtout, ils travaillaient main dans la main avec les Américains. Car pour lutter contre les communistes, l'agence de renseignement américaine, la CIA, avait mis en place en Europe une structure secrète baptisée Stay Behind. Son logo, un glaive. Sa devise, en silence servir la liberté, écrit en latin. Stay Behind, c'est un réseau international de groupes armés, financé par la CIA, dont la mission était de lutter contre les communistes. Au début des années 80, on était encore en pleine guerre froide. Le mur de Berlin n'était pas tombé. L'Europe était coupée en deux, déchirée entre l'Est et l'Ouest. Les réseaux Stay Behind étaient implantés dans la plupart des pays de l'OTAN. Ce dispositif est resté secret jusqu'en 1990. Cette année-là, en Italie, le président du Conseil, Giulio Andreotti, révèle publiquement devant le Parlement l'existence de ce réseau secret. En Italie, le réseau Stay Behind s'appelle Gladio, le glaive. Qu'est-ce que c'est que ces réseaux parallèles? Qu'est-ce que c'est le Gladio pour l'Italie? Gladio était une organisation créée dans le contexte de l'OTAN pour l'hypothèse d'une occupation de l'Italie de la part des soviétiques. Alors il y avait des personnes qui étaient prêtes à coopérer pour faire des attentats contre les occupants. Ces révélations firent à l'époque l'effet d'une bombe dans la presse internationale, car les réseaux Stay Behind luttaient en réalité à l'intérieur même de leur pays contre la gauche. L'action la plus sanglante d'un groupe Stay Behind a eu lieu le 2 août 1980 en Italie, 9 mois seulement avant l'attentat contre le pape. Une bombe fit 85 morts et blessa plus de 200 personnes, le massacre de la gare de Bologne. Dans un premier temps, l'enquête s'oriente, comme le voulaient les réseaux Stay Behind, vers l'extrême gauche italienne. Mais en réalité, ce sont 2 militants d'extrême droite qui avaient posé la bombe. Deux néofascistes furent condamnés à la prison à perpétuité. La justice souligna l'implication d'officiers des services secrets italiens, comme le général Musumeci. C'était le numéro 2 des services secrets italiens. Il fut condamné à 8 ans de prison pour obstruction à l'enquête. On a le même scénario en Turquie. Ici, le réseau Stay Behind pro-américain ne s'appelle pas Gladio, mais la contre-guérilla. Les hommes de main de ce réseau, ce sont les loups gris. Cette alliance a été mise en évidence en 1996 par la commission d'enquête parlementaire turque. Il arrive que les États sortent du cadre légal. Et là, la Turquie s'est fait prendre la main dans le sac. De la même façon que Gladio a été découvert en Italie, nous nous sommes rendus compte que la même structure existait en Turquie.
Nous avons découvert qu'en Turquie, un État parallèle avait dirigé le pays, c'est-à-dire en dehors du système parlementaire et de l'organisation militaire légale. Au début, cette structure secrète a été créée pour lutter contre le communisme. Et ensuite, elle est rentrée dans une phase de collaboration avec un parti politique. Donc il nous parle un peu des loups-gris, là. Oui, nous parlons des loups-gris. C'est à New York que l'on trouve l'un des meilleurs connaisseurs de ce dossier. Il travaille depuis plus de 20 ans sur les réseaux secrets américains. Frank Broadhead est professeur d'université. Il a décortiqué les liaisons dangereuses entre services secrets occidentaux et groupuscules extrémistes. Adja était un terroriste. Et il y a aussi des preuves qu'il travaillait avec les services secrets turcs. Deuxièmement, les loups gris étaient intégrés aux services secrets. Les services secrets turcs avaient créé, en coopération avec la CIA, cette organisation Stay Behind, appelée contre-guérilla en Turquie. Ali Hadja n'était pas en service commandé pour la CIA lors de l'attentat contre le pape. Mais les services secrets américains ont eu peur de se retrouver mouillés par le dérapage de l'un de leurs hommes de main. Au moment de l'attentat, Melvin Goodman travaillait à la CIA. Il était chargé de surveiller l'Union soviétique. Il se souvient comment la CIA a allumé un contre-feu après l'attentat pour désigner les Bulgares. Bill Casey, le directeur de la CIA de l'époque, était obsédé par l'idée d'une filière bulgare. Ils ont fait un rapport sur la question. Ce n'était pas un rapport bidon, c'était juste un rapport médiocre. Bill Casey, le directeur de la CIA, a reçu ce rapport et il a appelé son adjoint, Robert Gates, qui est aujourd'hui ministre de la Défense des États-Unis. Et tous les deux, Casey et Gates, ont décidé de faire une note de synthèse, très alarmante sur la piste bulgare. Cette note a été transmise à une demi-douzaine de personnes du gouvernement, comme le président Reagan, le vice-président ou le ministre de la Défense. Bill Casey a aussi envoyé cette note à une journaliste, Claire Sterling. Claire Sterling, la journaliste vedette interviewée au lendemain du procès. La première personne à avoir évoqué la piste bulgare avant même Ali Hadja devant ses juges. Claire Sterling était obsédée par l'idée que l'Union soviétique était mouillée. En fait, la plupart des papiers qu'elle avait écrits dans le New York Times étaient de la désinformation. La CIA a aussi orienté les journaux européens. C'est ce que l'on a appelé un écran de fumée. On intoxique les médias internationaux avec de faux renseignements, de la propagande. Et dans cette affaire, tout est parti de Claire Sterling, la journaliste américaine qui écrivait pour le New York Times. Ce qui s'est passé, c'est que la CIA a monté un écran de fumée. Nous avons fabriqué toute l'histoire, et c'est la version que tout le monde a retenue aux États-Unis. Peut-on dire que Claire Sterling travaillait pour la CIA? Il n'y a pas de preuve que cela soit le cas. Et je ne pense pas qu'elle travaillait à proprement parler pour la CIA. C'est un peu plus compliqué. Disons qu'elle était proche de la CIA. Lors d'un procès, par exemple, la CIA lui a fourni des informations pour sa défense. Et c'est évident qu'elle était très bien informée, grâce à des sources à l'intérieur de la CIA. Selon Melvin Goodman, le responsable des affaires soviétiques à la CIA, la piste bulgare a été montée de toutes pièces. À la CIA, nous avions des preuves incontestables que les Bulgares n'étaient pas impliqués dans l'attentat contre le pape. Car nous avions infiltré les services secrets bulgares
Nous avions des informateurs au sein de leurs services de renseignement militaires et civils, et nous étions sûrs que les Bulgares n'étaient pas impliqués. Après avoir intoxiqué les médias, les services secrets occidentaux auraient forcé la main d'Ali Hadja pour qu'il aiguille lui aussi la justice sur la filière bulgare. C'est le fameux général Musumeci, l'agent secret italien compromis dans l'attentat de Bologne, qui s'en serait chargé. Musumeci aurait pris contact avec un mafieux italien, Pandico. Il était en prison avec Ali Hadja. Pandico a été lui aussi entendu comme témoin lors du procès de 1985. Il a affirmé que le général des services secrets italiens, Musumeci, lui a demandé de convaincre Ali Hadja d'accuser les Bulgares. J'ai parlé avec Pietro Musumeci. Il est venu me voir en prison et il m'a parlé. Il m'a demandé si je connaissais bien Hadja et si je pouvais le convaincre de collaborer. Quoi? Si je pouvais le faire collaborer. Musumeci, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse, Hadja? Et il voulait qu'il fasse des déclarations au sujet des Bulgares et des Russes. Hadja devait accuser les Bulgares et les Russes. Les révélations du mafieux Pandico ont provoqué la fureur d'Ali Hadja. On ne peut pas écouter ces mensonges. Tout est faux et je vois cet homme pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ma vie. Ah, mais ce n'est pas vrai, il nous appelait même ses amis. Cet homme n'est pas fiable. Pas fiable pour toujours. Non, avocat, laissez-le parler. C'est un calomniateur. Je ne vous autorise pas à me parler sur ce ton. Le calomniateur ici, c'est vous, car cela vous arrange et vous êtes un calomniateur d'exportation. Vous savez très bien que vous avez passé un accord en prison avec Musumeci. Si Musumeci n'a pas tenu parole, ce n'est pas ma faute. Abdullah Katli, le chef du commando Hadja, a confirmé le montage de l'écran de fumée bulgare. Katli admet qu'un agent des services secrets allemands lui a proposé 200 000 $ pour accuser les Bulgares. Je devais dire comme Hadja au procès et confirmer la piste bulgare. On nous aurait donné au minimum 200 000 $. Et on aurait pu même avoir plus. De cette manière, on aurait témoigné comme ils le voulaient. On aurait fait un faux témoignage. Depuis 25 ans, le scénario de la piste bulgare inventé par la CIA, avec Antonov comme bouc émissaire, s'est imposé dans les esprits. Ce scénario a permis à la CIA et aux États-Unis de s'exonérer de toute responsabilité, même indirecte. En pleine guerre froide, le dérapage des loups gris s'est même transformé en formidable arme de propagande anti-soviétique. La justice italienne n'a jamais travaillé sur les éléments qui accusent les loups gris, manipulés par le réseau secret américain, Stay Behind.
Ali Hadja a fait 19 ans de prison en Italie pour l'attentat contre le pape. Il est aujourd'hui emprisonné en Turquie pour l'assassinat du journaliste turc İpekçi. Ali Hadja devrait être libéré en 2010. Avant de mourir, Jean-Paul II a déclaré qu'il ne croyait pas en la piste bulgare et qu'il savait qu'il avait été victime d'un complot. En 1983, 2 ans après l'attentat, il a longuement rencontré Hadja en prison et lui a pardonné. Pour Jean-Paul II, s'il a survécu à l'attentat, c'est grâce à un miracle. Un miracle avec sa part d'ombre et de mystère.